C'est que lorsqu'on a discuté, j'ai vu qu'il y avait une forme de complémentarité, Oui, c'est-à-dire ouais, c'est vraiment d'abord pour soutenir ce que vous êtes en train de faire, pourquoi? Parce que quand c'est ésotérique, quand c'est spirituel, quand c'est éthérique, c'est un peu compliqué pour les gens, même si c'est ça la vraie valeur des choses, en fait. La dimension spirituelle, c'est la plus importante, mais dans un monde cartésien, dans un monde capitaliste, ça passe difficilement. Mais en apportant cet éclairage scientifique de la modification de l'ADN, en tout cas des structures autour de l'ADN, ben, ça permet à déjà, d'une part, permettre aux gens de comprendre qu'on peut modifier, réencoder l'ADN, déjà, aussi bien scientifiquement, donc aussi spirituellement, à la source. Voilà. Et donc, parlant comme ça de pair, ben, ça donne un crédit énorme à la chose. C'est ok. ça l'intention. Donc voilà, je vais commencer. Aujourd'hui, on va tâcher avec Noël. Avec toi, déjà, je te remercie de ta présence. Vraiment super de t'avoir. On va tâcher pour nos auditeurs et puis pour les gens qui nous regardent de faire un pont entre ce qu'on a appelé la reprogrammation ADN et les neurosciences. Hein, c'est ce que tu me disais juste avant. On va peut-être mettre un petit bout justement de ce que tu me parlais. C'est pour qu'on puisse avoir un côté un peu scientifique de la chose. Voilà, donc nous, on a découvert l'ADN au fur et à mesure qu'on a avancé avec Présence Essentielle dans la reprogrammation ADN. Et on sait que notre ADN n'est pas fonctionnel encore, on va dire, au maximum de ses capacités. Donc, on s'est imaginé qu'il en était de même pour le cerveau. Donc, cette conférence, on va la faire sur la conscience, les moyens d'accompagnement de l'humain dans son évolution à travers les neurosciences, à travers la science du mental et la reprogrammation ADN. Donc déjà, bonsoir à toutes les belles présences qui vont nous écouter, qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous. Et notre intention de ce soir, ça va vraiment être de créer un pont entre ce que toi tu sais faire, Noël, et ce que nous, on a déjà expérimenté. Donc ton Oui, savoir-faire aussi, c'est important pour nous. c'est excellent. À travers, donc, ce qu'on veut redire juste pour présence essentielle, c'est vraiment un travail qu'on a fait pour redonner à l'humain sa souveraineté, sa capacité de création, son alignement intérieur. Hein, ça, c'était au niveau énergétique. Ce que nous, on a mis en place, c'était vraiment dans cette intention-là, dans ce but-là, que l'humain progressivement puisse reprendre les rênes, on va dire, de son évolution et de sa vie, et passer éventuellement du mode involutif, où il se prend tout sur la tête, au mode évolutif. C'est aussi un petit peu ça l'objectif pour aller vers une création consciente. Donc, on va parler aussi de conscience ce soir à travers ce que toi tu as, peux nous apporter et aussi à travers la reprogrammation ADN issue de nos accompagnements. Est-ce que tu veux te présenter, Noël? Donc, je te laisse dire qui tu es, ce que tu fais. Oui, moi, c'est Noël Barclay, je suis spécialiste de l'atlas, de la colonne vertébrale et posturologue et aussi neuroscientifique. C'est dans cette dernière casquette-là que je vais apporter mon expertise et mon éclairage à Anya et à moi aujourd'hui pour vous, nos auditeurs et tous ceux qui nous accompagnent, tous ceux qui nous suivent. OK. Donc là, ça va être un petit peu partagé aussi ce que tu sais faire, comment tu t'y prends et tout ça. Donc, Amon, je te passe juste le micro pour que tu te présentes un petit peu aussi, nous dire qui toi Oui, tu... alors, moi je suis un ancien de la fonction publique et puis j'ai entamé en 2010 une formation en programmation neurolinguistique. Cette pratique initiale, on va dire, s'est progressivement enrichie d'autres approches qui étaient centrées sur la reprogrammation de l'ADN, dont on va parler tout à l'heure. Alors, après mes recherches personnelles en physique quantique et en épigénétique, et notamment l'idée popularisée par Bruce Lipton, que l'ADN porte l'information, tandis que l'épigénétique en module l'expression cellulaire. Donc, après, j'ai encore ajouté à ça l'astrophysique avec les équipes d'Hélène Courtois et les réflexions qui sont issues du supramental de Bernard de Montréal, qui ont également contribué à structurer, on va dire, une démarche à identifier un dénominateur commun entre sens et conscience, d'où l'intérêt de Noël ce soir pour la science. Toujours ça dans un esprit rabelaisien, c'est-à-dire, en fait, approfondir le savoir, sans jamais renier l'âme humaine là-dedans.
Là aussi, on a le côté spirituel. La science, si elle se dissocie, à mon sens en tout cas, de la sagesse et de la moralité, peut conduire à une forme intérieure, à une forme, on va dire, d'errance plutôt intérieure, au lieu d'éveiller un véritable progrès de l'esprit ou de la spiritualité, pour ceux qui préfèrent ces termes-là. C'est dans cette optique-là, d'ailleurs, que j'ai fini par élaborer un modèle que moi j'ai appelé la science du mental. Alors, la science du mental, ses principes essentiels sont, un, d'optimiser l'antenne humaine, puisque nous sommes un corps complet. Elle vise donc à clarifier et à structurer les informations qui sont captées justement par notre antenne, c'est-à-dire notre corps au complet, dans sa totalité. Et n'oublions jamais le cœur qui lui en est le centre vibrant. Voilà. Et j'avais restitué également la place à l'intuition parce qu'effectivement, l'intelligence du cœur, elle devient un guide et une voie naturelle d'ajustement et de perception fine. Donc, j'ai placé tout ça au service du discernement parce que je suis parti d'un postulat très simple, c'est qu'un système bien informé et cohérent et une structure qui résiste mieux aux imprégnations et aux influences qu'un système confus. La Ouais, science c'est du clair. mental se présente un peu comme une contribution destinée à favoriser justement ce discernement optimal. Ouais, la cohérence, hein, c'est un petit peu Et dans surtout la l'esprit. cohérence. Voilà. Mhm, ok. Jusque-là, Noël, Ouais, ça alors devrait moi je vais me aller présenter au niveau Oui, des c'est points. parfait, c'est excellent. Tu l'as c'est pour la- bien développé aussi sur tous les aspects et d'où tu es parti aussi et comment tu as pu connecter les différents subjects. Et donc, c'est intéressant. Moi, je me suis présenté succinctement sans rentrer vraiment dans les détails parce que voilà, ce Très sera bien. l'occasion de pouvoir développer au fur et à mesure de l'évolution de notre présentation aujourd'hui. Très bien. Je crois qu'on va Ouais, laisser en la tout cas, place je à pense Anne. que ça va bien te rejoindre. Alors, bah, moi, c'est depuis toujours, en fait, je cherche à savoir d'où je viens, qu'est-ce que c'est qu'ici, hein. J'ai toujours une curiosité naturelle par rapport à l'incarnation, la Terre. Alors, c'est vrai que petite, j'avais aussi déjà des capacités un peu de don, de médium, de percevoir un autre monde, de percevoir d'autres réalités. Et au fur et à mesure que j'ai avancé vers moi-même, j'ai développé ces capacités avec beaucoup d'expérience à travers des expériences plus ou moins douloureuses où parfois ça a été carrément comme une démolition de mon propre ego et aussi par rapport à un canal de médium où à force d'être dans le canal de médium, j'ai failli aussi perdre ma vie et perdre le sens de la vie parce que je pouvais plus rien faire sans avoir une information qui ne venait pas de moi. Donc le but petit à petit, ça a été de retrouver ma souveraineté intérieure, mon énergie, qui je suis à l'intérieur de moi-même et un outil qui est apparu un peu naturellement avec lequel j'ai beaucoup travaillé aussi pour retrouver cette souveraineté intérieure, cette centricité, ça a été l'ADN et la reprogrammation de l'ADN. Donc c'est au fur et à mesure des stages qu'on a fait avec Kishori et de cet outil que j'ai utilisé aussi avec les gens, que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment des possibilités de retrouver des programmes, on va dire, d'origine. Ça, c'est l'outil, un de mes outils favoris. Et l'autre outil en rapport avec mes capacités de médium que j'ai transformé, on va dire, en capacité de télépathe. Donc ça, j'expliquerai. Médium, pour moi, c'est ouvert vers l'extérieur. Télépathe, c'est ouvert vers les informations qu'on a déjà en nous, hein, comme si on avait déjà une capacité d'avoir tout en nous. Donc là, c'était l'hypnose en état expansé de conscience que nous, on a appelé ARP, donc l'hypnose assistée de reconnexion psycho-évolutionnaire. Donc tout ça, ce sont des outils et aujourd'hui, on va plutôt se concentrer sur la reprogrammation ADN et voir comment on peut, avec toi aussi, faire le lien avec la reprogrammation éventuellement du cerveau. Oui. Hein. Donc c'est ça un petit peu. Donc là, moi, si je donne par rapport à ce que j'avais compris et capté de cette reprogrammation ADN, donc on travaillait sur les 97% donc de l'ADN non codant ou non codé, peu importe le mot. Mhm. Donc ce qu'on Parfois, a on dit appelé l'ADN. 98, donc parfois c'est 98 selon les littératures, mais c'est Mhm. autour de là, 97, 98. Ouais. OK. Donc ça, c'est sur cet ADN-là que s'était penchée donc justement notre formatrice, donc Kishori, qui avait remarqué qu'en réalité, on peut concevoir que dans la nature, tout sert à tout et que dans cet ADN-là, il se trouvait justement des programmes qu'on pouvait influencer, des programmes également, des programmes qu'elle a appelés des programmes d'origine. Alors comment ça fonctionne? Ça veut dire que l'ADN lui-même, on sait que c'est une spirale qui s'enroule sur lui-même
Et il crée un courant électrique, donc il a une capacité d'émettre des biophotons, donc de créer un courant électrique, donc de par là même de générer un champ, ce qu'on appelle un champ magnétique, de par sa forme et sa nature. Donc il est sensible, on s'est rendu compte aux influences magnétiques, et encore, pour aller encore plus loin de ça, d'après Kishori, on a pu faire un lien entre la lumière qu'émet l'ADN et la conscience, hein. Donc ça peut aller même très très loin. Et s'est rendu compte que on était capable de pouvoir activer dans cet ADN-là ce qui nous a manqué pendant l'évolution, c'est-à-dire comme si on avait perdu des parties de nous, hein, comme si depuis qu'on était sur la Terre, au fur et à mesure, on a oublié qui on était, on a perdu des parties de nous, et que dans cet ADN-là, on est capable de retrouver qui nous sommes, et entre autres, la thèse que l'ADN ne comporterait pas que 2 brins visibles, mais au niveau de l'énergie, 13 brins, donc 12 plus un treizième, hein, ce qui pourrait correspondre à nos corps d'énergie, effectivement. Alors, je sais que certains enfants qui ont découvert 3 brins d'ADN au microscope, eux, ils avaient déjà des capacités extraordinaires. C'était des enfants extraordinaires qui étaient télépathes, qui pouvaient faire bouger des objets à distance. Ça, c'est une étude qui avait été développée donc aux États-Unis par le docteur, alors je vais le dire correctement, Fox du Avalon Wellness, qui avait découvert ces enfants à 3 hélices, contrairement aux parents, hein. Donc, c'était ça un petit peu qu'il avait aussi interrogé. Donc, cette perspective, elle va nous donner une nouvelle vision de l'évolution de l'humain, avec la possibilité donc de reconnexion des hélices qui correspond à des chakras, qui correspond à des corps, et qui ouvre aussi donc du coup sur un monde de plus de conscience et de retrouver qui nous sommes dans notre fonction d'origine. Donc là, on va revoir aussi avec toi. Je pense que les neurosciences et tout ça, ça a aussi influencé cette recherche de qui nous sommes. Donc l'ADN, il va réagir à la qualité de l'information, de notre énergie, de notre intention et de notre état intérieur. Donc je trouvais que c'était très intéressant de voir ça aussi. Et on sait que maintenant, il est possible donc de reprogrammer cet ADN à partir de l'intention, du point zéro. Donc j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc toi, pour reprendre l'approche des neurosciences nouvelles, tu peux nous dire aussi s'il est possible de reprogrammer notre cerveau. Est-ce que ça existe aussi? Oui, surtout le cerveau, il est vraiment l'outil, comme on l'appelle, l'outil apprenant. Pour citer Olivier Oudé qui disait que le cerveau est resté l'angle mort du système éducatif. C'est pour ça que dans les différentes écoles de neuroéducation que je mets en place, on remet le cerveau au centre. C'est pas l'église au centre du village, mais c'est le cerveau au centre de l'éducation. Et ce cerveau-là, dès le départ, il a ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Et c'est cette plasticité neuronale qui est vraiment un don, qui est un cadeau fait à l'humanité pour pouvoir s'adapter. La plasticité neuronale consiste à faire des nœuds, à faire des connexions, à les défaire, à les refaire, et ce, tout au long de la vie. Et c'est important parce que c'est grâce à cette plasticité qu'on peut passer, qu'on peut apprendre déjà, qu'on peut s'adapter, qu'on peut s'acclimater, qu'on peut changer, qu'on peut modifier. Donc, le cerveau, en somme, est modifiable. On peut avoir encore de la neurogénèse, on peut avoir des nouvelles connexions synaptiques jusqu'à la fin, on peut avoir des élagages synaptiques, on peut avoir de l'apoptose, c'est-à-dire que c'est le neurone qui meurt, et une neurogénèse, d'autres qui viennent en fonction des besoins, des nécessités. Donc, le cerveau, quoi qu'il subisse avec le temps, que ce soit des traumatismes profonds, que ce soit de la dissociation ou même des problèmes graves, on peut arriver à remodeler le cerveau, à remoduler et à permettre à certains neurotransmetteurs de reprendre le service. Et nous sommes vraiment dépendants de nos neurotransmetteurs dont on parlera tout à l'heure. Ok, donc je te remercie. Effectivement, là, on va parler un petit peu donc des objectifs possibles qui vont sûrement se rejoindre, parce que ce qu'on avait perçu avec la reprogrammation d'ADN, ce qu'on peut faire justement avec cette technique-là, on peut neutraliser donc certains programmes dysfonctionnels. Donc ça peut rejoindre un peu ce que tu me racontes là, pour en faire sauter certaines programmations dont on n'a plus besoin, que ce soit des programmes dysfonctionnels mémoriels ou transgénérationnels, hein, parce qu'on sait qu'on reçoit de l'information qui vient pas forcément de nous, notre présence. Je suis, on va dire comme ça, mais qu'on est
comme des éponges et qu'on va recevoir beaucoup, beaucoup d'informations qui ne nous appartiennent pas forcément en propre. Donc, il y a une capacité de neutraliser ces programmes qui ne nous servent pas. On a remarqué aussi qu'on était capable de réparer certains gènes fautifs, hein, donc ça fonctionne comme ça, de passer de certains choix inconscients dont on n'a pas conscience forcément à des choix conscients au point zéro. Donc, en utilisant l'ADN, je vais lire la carte informationnelle des corps et en utilisant l'outil de la kinésiologie. Donc, je ne vais pas chercher l'information de façon mentale, mais je vais chercher l'information de façon ressentie kinésique. Et là, ça donne des cartes d'information et ces cartes-là d'information, c'est comme un détective. Effectivement, on va trouver de l'information dont on n'avait même pas pensé. C'est quelque chose qui va au-delà de la pensée. C'est quelque chose qui était stocké en nous et dont on peut retrouver la trace en testant en kinésiologie. Donc ça, c'est très, très intéressant aussi. Donc on est capable de réveiller certains programmes qui étaient endormis et retrouver des capacités d'origine. Par exemple, l'amour de soi au point zéro, c'est un programme qui a été endormi. Et ça, en le redisant, en le réveillant, ça permet vraiment à la personne de commencer à se retrouver elle-même. Et puis, l'ADN aussi nous permet après de passer à l'action juste, c'est-à-dire de passer non pas en mode duel pour vouloir quelque chose, mais en faisant des commandes au point zéro, d'avoir une vision plus globale de toutes les possibilités qui vont être choisies. Au niveau des possibilités quantiques, on choisira la meilleure possibilité pour nous en soutien de notre présence, de notre lumière, de ce point zéro. C'est un petit peu ça, je parlerai du point zéro tout à l'heure. Donc, l'objectif, tu peux me dire un petit peu pour les neurosciences, le cerveau, ça doit être aussi, comme tu m'as dit, de mettre en place de nouveaux circuits neuronaux, de nouveaux programmes. C'est un petit peu ça que tu me disais là? Oui, absolument, parce qu'on peut être victime de cartes mentales. On peut être victime, par exemple, comment je peux appeler ça, de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est lorsqu'on a acquis des choses qui nous empêchent de développer nos capacités et nos facultés, comme l'exemple des mouches qu'on met dans un bocal. Et dans les premiers instants, les mouches ont envie de sortir. Et après quelques minutes, on ouvre le bocal. Le bocal est bien ouvert, mais les mouches ne sortent plus. Ça s'appelle l'impuissance apprise. Il y a plusieurs exemples comme la souris dans l'eau ou comme les chats avec une zone électrocutée. Voilà. Et cette impuissance apprise, on peut la modifier. On peut modifier vraiment toutes les structures neuronales. On peut aussi, parce que la plasticité neuronale, comme je disais tout à l'heure, permet, j'ai des patients, par exemple, qui ont des AVC, donc il y a une zone qui est touchée. Alors, il faut activer rapidement le circuit de Willis, le Willis Circus, pour réirriguer. Et il y a la zone miroir qui répond directement pour pouvoir reprendre encore le relais si on le fait rapidement. Donc, heureusement que ce cerveau, il est malléable et heureusement que nos idées, nos intentions, toutes ces choses-là vont agir sur notre cerveau et permettre à certains neurotransmetteurs de se développer. Et à partir de ce moment-là, une personne peut partir d'un point A à un point Z et comme d'un point Z à un point A. Et on appelle aussi les fonctions exécutives. Et dans les fonctions exécutives, il y a une fonction super importante qu'on appelle la flexibilité mentale. Et cette flexibilité mentale, si on a développé cela, on arrive, comme tu le disais tout à l'heure, à changer complètement notre vision, notre façon, notre vie et même certaines pathologies qu'on peut guérir rien que à travers les modifications des structures neuronales via les neurotransmetteurs et les neurohormones. Alors, est-ce que tu peux me développer un peu? Tu me parlais d'une personne, par exemple, qui avait eu un AVC. Comment on s'y prend justement pour remettre en route le circuit dont tu parlais? Il faut faire un massage. C'est comment que tu fais en fait? C'est ça? C'est-à-dire que lorsque la personne a un AVC, ça peut être à gauche. Donc, si c'est à gauche, c'est le côté droit qui est paralysé. Et au niveau même labial et lingual, ça veut dire que le cortex moteur peut être touché. Mais dans le cerveau, il y a l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Mais ces deux hémisphères ont les mêmes structures. Seulement, ne jouent pas forcément les mêmes rôles. Mais il y a la structure en miroir de l'autre côté. Donc, si l'AVC a lieu, voilà, c'est ça. Si l'AVC a lieu à gauche, le côté droit a la même structure qu'on va activer pour prendre le relais rapidement dans cette plasticité neuronale pour permettre à ce qu'on puisse récupérer la personne et qu'elle ne fasse pas de paralysie partielle
ou de difficultés à pouvoir parler. Si certaines aires comme l'aire de Brodmann ou l'aire de Broca pour la parole sont touchées. Ok, alors comment on s'y prend? Parce que là, tu me dis, on va réactiver, mais comment on fait en fait? Moi, ma curiosité, c'est comment tu... À travers, il faut ouvrir le polygone de Willis avec, par exemple, la correction de la classe, avec certaines postures, avec la simulation du nerf vague. Il y a des exercices qu'on peut mettre en place pour ça et la correction est la plus rapide. Ensuite, le nerf vague et les massages permettent tout de suite de rééquilibrer les deux hémisphères. Donc, c'est vraiment le travail, donc au niveau de l'Atlas Axis, ça rejoint ton travail en fait de remettre en place cet Oui, Atlas Axis et de pouvoir toucher en fait, c'est ça, tu touches les zones qui ont besoin d'être réactivées. C'est comme massage oui, et un petit peu comme ce qu'on avait fait parce on a eu la chance de faire un soin avec toi, effectivement, où on sentait que au niveau des nerfs, il y avait certains endroits qui étaient coincés. Donc, c'est un petit peu ça aussi qui permet, quand tu touches le corps, si j'ai bien compris, sur certains endroits particuliers du corps physique, des nerfs, tu vas pouvoir réactiver le cerveau. C'est comme ça un petit oui. peu? C'est ça. Ok. Parce qu'au niveau de l'atlas, il passe plusieurs nerfs, notamment le nerf pneumogastrique, qui est le 10e nerf crânien, et d'autres nerfs aussi, comme le nerf 8, qui va innerver le cervelet pour la stabilité, l'équilibre et tout. Et donc, voilà, à partir du moment où on a des zones qui sont touchées, le polygone de Willis est un polygone de réserve, en fait, qui, lorsqu'on a un problème, va s'ouvrir pour irriguer le cerveau sur plusieurs organes. Et c'est ce polygone de Willis-là que moi, je vais activer tout de suite après l'AVC. Et ensuite, il y a des massages spécifiques pour libérer certains nerfs qui sont directement liés et les artères cérébrales, qui sont d'abord Ok. les artères vertébrales et après qui deviennent des artères cérébrales. Ok, donc je te remercie parce que ça, c'est vraiment la partie physico-physique, pratique pour réactiver ces trucs. Et aussi, quand on parlait de la reprogrammation ADN, nous c'est avec l'intention qu'on va permettre de mettre une carte d'information, si tu veux, en place pour la personne, pour que ça soit pris en charge, on va dire, par sa propre conscience, pour pouvoir mettre en place d'autres, par exemple, d'autres comportements. Ça, je l'ai vu en travaillant avec ce fameux point zéro. Donc là aussi, comment est-ce que toi, tu fais quand tu veux mettre en place on va dire, des nouveaux circuits, des nouvelles routes comportementales en rapport avec le cerveau et les neurosciences? Est-ce que c'est la Euh, répétition? C'est... Mais c'est pas forcément, ouais, c'est, le cerveau a besoin de répétition, mais c'est, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est des neurotransmetteurs inhibiteurs comme les GABA, les dopamines qui manquent? Est-ce que c'est les neurotransmetteurs d'humeur pour ceux qui sont en dépression, par exemple, à qui on peut prescrire toutes sortes de médicaments pour stabiliser l'humeur, mais tous ces médicaments-là ont une base, c'est la sécrétion de la sérotonine. Et la sérotonine est naturellement sécrétée par le cerveau. Et donc, ce que je fais, je permets au cerveau, j'ai eu un exemple d'un jeune, par exemple, on lui avait enlevé sa fille parce qu'il buvait. Il buvait tellement, c'est un vrai alcoolique en fait. Donc, on lui a enlevé sa fille parce qu'il avait ce problème de responsabilité de pouvoir gérer sa fille du fait de l'alcool. Et donc, on l'a emmené chez moi et j'ai dit, bon, voilà, c'est simple, ce n'est pas ta faute. Et cette seule phrase-là, lui a fait tiquer, quoi. Il dit, mais comment c'est pas ma faute? Tout le monde me dit que oui, je suis inconscient. Mais vous êtes le seul qui me dit que c'est pas ta faute. J'ai dit oui. Parce que ce qui se passe dans ton cerveau, c'est que l'alcool va se substituer aux neuromédiateurs. Dans le cas de l'alcool, on les appelle les neuromédiateurs. Ils vont remplacer en fait la sécrétion naturelle. Et comme ils remplacent la sécrétion naturelle, le cerveau ne va pas te dire d'arrêter de boire puisque lui, il est satisfait de tous ces circuits qui sont enclenchés du fait de l'alcool. Et à partir du moment-là, il a pris conscience en fait d'une chose, que ça peut changer si ce n'est pas à 100% sa faute. S'il n'est pas 100% responsable, alors on peut changer. Donc, je lui ai Ouais. demandé, oui, je continue ou tu Oui, interviens? oui, Non, non, c'est très, très non. intéressant. Ça rejoint un petit peu ce que moi je vois aussi, le fait de déculpabiliser les personnes et de se rendre compte qu'en fait, comme on a des programmations inconscientes, que tout se met en place souvent par rapport à ces programmations inconscientes et le fait de les passer à la conscience, comme là, tu déculpabilises la personne, ça lui permet de changer. Donc, c'est un petit peu la même approche, si tu veux, la même démarche. C'est très intéressant ce que tu me racontes. Tu peux continuer, au contraire, je trouve ça Voilà. passionnant. Voilà. Et donc ça, cette base-là, elle est posée. Ça veut dire qu'il sait déjà. Et le simple fait qu'il sache, il envoie d'autres informations. C'est là aussi que je te rejoins. Il informe son cerveau. Et le cerveau a besoin des informations claires.
Parce que vous savez, le cerveau, c'est l'organe qui, par essence, a peur naturellement. Son premier rôle, c'est de nous protéger, d'empêcher qu'on souffre et d'empêcher qu'on meure. Donc, si tu lui donnes une information sûre et rassurante, alors lui, déjà, il va aller vers l'homéostasie. L'homéostasie, c'est le fonctionnement, en fait, des différents organes. Et l'homéostasie générale, c'est le fonctionnement général normal du corps. Et à partir du moment où il est rassuré, on peut poser les bases, en fait, thérapeutiques. Et je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à ton cerveau de sécréter de la sérotonine pour stabiliser déjà ton humeur. Ouais. Alors, Mhm. alors, j'ai dit, bon, ben, ce qu'on va faire, on ne va pas arrêter tout ce que tu es en train de prendre, mais quand on va poser ça, le cerveau étant en train de sécréter naturellement, ça va te permettre même de stopper, de faire en fait un sévrage naturel. Donc, je lui ai demandé quel rapport tu avais avec ta fille. Il me dit non, elle aimait bien quand je jouais la flûte, l'harmonica, parce qu'il joue des instruments. J'ai dit, mais voilà, tu me facilites la vie en fait. Donc, ce qu'on va faire, tu vas enregistrer des morceaux, des musiques que la fille elle aime et on va lui envoyer ça via sa mère. Et c'est comme ça que on lui a envoyé ces musiques-là. Et lui, il avait commencé naturellement à réduire parce qu'il voyait qu'il y avait une utilité. On lui donnait en fait de l'importance, de la valeur et qu'il sentait que le chemin de la guérison était là aussi et il avait mis le pied dessus. Et c'est la fille même qui dit, ah oui, ben, elle en voulait encore, elle en voulait encore. Donc, à un moment donné, les autorités, les femmes sociales ou machin, ont autorisé qu'elles puissent se voir dans un lieu, dans un jardin, ou ils ont un lieu là qu'ils organisent avec des responsables, des professionnels, ensemble avec la famille. Une fois, deux fois, et la dernière fois, il est venu avec sa fille. Maintenant, il est autorisé à avoir sa fille, il ne boit plus. Et c'était d'une facilité incroyable. Ça montre vraiment que l'être humain, quand on lui donne de la valeur, quand on lui permet de se prendre en charge, de renaître, ce qu'on dit en anglais, become yourself, quand il devient lui-même, il développe toutes ses facultés. Et ce que vous faites aussi au point zéro, c'est-à-dire, c'est ça, quand on arrive à ce point zéro-là, on peut repartir avec une nouvelle programmation et réussir sa vie et être vraiment magnifique. Et ça, au Ouais. niveau de l'alcool, au niveau de la cigarette, au niveau de toutes sortes d'addictions, parce qu'on connaît le problème des addictions, c'est le circuit de récompense. Et c'est pour ça qu'on continue. Il y a des zones dans le cerveau qui sont activées pour ça. Et lorsqu'on on crée des substituts, alors le cerveau arrive à abandonner. On peut tout arrêter, toutes sortes d'addictions peuvent s'arrêter. Ouais, C'était ça la c'est question que j'allais te poser sur les psychotropes. Donc, tu as répondu avant que je te pose la question. Je te remercie. Ce qui est intéressant aussi dans ta démarche, ce qui rejoint un petit peu aussi nous, c'est cette conscience de nous-mêmes et cette capacité qu'on peut devenir notre meilleur ami et ne plus souffrir donc de dévalorisation, de programmation, etc. Et à partir de là, l'information qui est trouvée va toujours nous amener vers plus de possibilités de se sentir bien avec soi-même et de se réparer en fait. C'est ça un petit peu. Donc l'ADN et ce que tu proposes aussi, ça propose vraiment une réparation intérieur avec la possibilité de créer de nouveaux circuits, de nouvelles informations qui arrivent vers nous et pas des informations prémâchées de l'extérieur. Hein, parce que là, ce que tu me disais par rapport à ce monsieur, ce que je perçois aussi, c'est que bah, tout le monde lui disait, bah non, c'est ta faute, c'est pas bien, nanana. Donc il avait déjà un champ informationnel qui est un peu le recroquevillé. Donc, le fait qu'il sache que non, ben, c'est pas lui et qu'on peut faire autrement, hein, c'est faire autrement, je trouve que ça, c'est ce qui nous ouvre en fait toutes ces possibilités d'aller vers, on va dire, des réparations et des guérisons vraiment profondes de qui nous sommes et de retrouver ces capacités qu'on a déjà en nous. Hein, donc, une nouvelle approche de la réalité. Alors toi, avec le cerveau, les neurosciences, là, je vois pour les addictions et tout ça, et ce que j'ai perçu aussi avec la reprogrammation ADN et le travail aussi que je fais en hypnose avec la capacité donc d'aller chercher de l'information sur les autres plans et de réinformer au niveau des autres plans, j'ai aperçu aussi une grande amélioration chez des enfants, par exemple, qu'on dit des enfants un peu extraordinaires, tu sais, des enfants autistes ou des choses comme ça. Donc, même eux, en réalité, sont capables de prendre de l'information sur un autre plan et comme si ça transmutait en fait leur ADN, leur capacité de percevoir l'information, même si c'est pas directement en parole ou en conscience,
parce qu'ils n'ont pas cette capacité, mais j'ai eu le cas d'un petit garçon autiste. J'avais travaillé donc sur d'autres plans avec la maman et entre autres en reprogrammation ADN. Et ce petit garçon de 7 ans, j'avais le témoignage que le lendemain matin, pour la première fois de sa vie, il s'est décidé à s'habiller tout seul et à mettre ses chaussures tout seul. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Donc tu vois, c'est waouh, on est vraiment au début de quelque chose d'extraordinaire pour aller à toucher un petit peu du doigt toutes ces entre guillemets maladies qu'on nous a dit qu'il n'y a rien à faire, qu'on peut pas changer. Donc avec les Ouais. neurosciences, qu'est-ce que tu peux nous Surtout, dire par rapport à ça? Oui? ouais, surtout l'autisme, en fait, ce n'est pas une maladie et c'est un problème neurodéveloppemental. C'est important de le comprendre parce que c'est neurodéveloppemental et contrairement à ce que on entend partout, il n'y a pas différents types d'autisme, en fait. C'est, voilà, il y a un spectre, en fait, autistique et c'est pour ça qu'on parle de TSA ou du spectre d'autisme, mais il y a des degrés de sévérité. Voilà, c'est les degrés de sévérité qui font la différence entre un autiste et un autre. Il peut y avoir quelqu'un qui a des gènes autistiques et qui est professeur à l'université ou un autre qui n'arrive même pas à s'exprimer. Donc, c'est une question de sévérité. Et comme tu l'as si bien dit, on peut améliorer dans les écoles au Burkina et en Côte d'Ivoire. Au Burkina, j'ai deux autistes et en Côte d'Ivoire, j'en ai même un trois. Bon, il y a un qui est très sévère que j'ai inscrit dernièrement quand je suis allé parce que les parents voulaient me rencontrer d'abord pour voir un peu de quoi il s'agit. Donc, quand j'ai expliqué comment c'est et l'interaction sociale, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter, au niveau du cerveau social, parce qu'on a un cerveau social. Donc, il leur manque certaines choses, certains neurotransmetteurs. On parle d'acétylcholine et aussi d'ocytocine. Et ces neurotransmetteurs-là, on peut, dans un milieu, dans un groupe, avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour, permettre à ce que, surtout l'ocytocine, de sécréter et l'acétylcholine de pouvoir les apaiser, en fait, et les calmer. Et ces neurotransmetteurs, on arrive progressivement à les faire se sécréter par la personne elle-même. Parce que les animaux, en fait, arrivent à se régénérer, les plantes arrivent à se régénérer. Comment se fait-il que nous, en tant qu'êtres humains, dans toute notre complexité qu'on appelle le chef-d'œuvre de la création, on ne pourrait pas se régénérer nous-mêmes? Est-ce que tu as répondu à cette Ah, question quelque de part, ton côté? Oui. je ne pense pas que quelque part, ça fait partie de ce que tu appelais tout à l'heure l'impuissance apprise, au sens large du terme. Exactement. Et lorsque on fait tomber cette impuissance apprise, ben on arrive à avoir, moi j'ai créé un terme pour ça, la souveraineté cérébrale. Et la Ah. souveraineté cérébrale, c'est aussi ce que vous appelez le point zéro. La souveraineté cérébrale va permettre à ce que les cartes mentales soient nues, soient vides et ne soient pas empruntées par les heuristiques, par des biais et par des déformations de quelque nature que ce soit, et que cette carte, ce point zéro et cette souveraineté cérébrale permettent à la personne d'exprimer elle-même ses valeurs, elle-même son authenticité, en fait, hein, et avancer, mais c'est beaucoup mieux parce qu'on sent, on voit maintenant les enfants qui sont très créatifs dans l'école neuroéducation et neuropédagogique. On est surpris par des enfants qui ne s'exprimaient pas, qui développent des choses exceptionnelles parce que chaque être humain a une capacité incroyable et sinon il ne vient pas au monde. Tout à fait. Oui, ça, c'est très, très, très intéressant ce que tu racontes parce que c'est vrai que quand on va vers cette possibilité donc d'être soi en fait et de ne plus être assujetti à de la programmation inconsciente, que ce soit à travers l'ADN ou le cerveau, et réactiver certaines zones, comme tu dis, dans le cerveau pour que la personne elle-même fait. En fait, c'est comme auto-guérison. C'est comme si elle pouvait recréer, si j'ai bien compris, ses propres hormones, ses propres chemins, ses propres circuits. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on travaille aussi avec ce point zéro. C'est comme si on travaillait avec la présence pour recréer à partir de qui nous sommes ces circuits-là. Et c'est ça qui donne la possibilité d'un être humain extraordinaire. On voit comme si on était au début qu'il est un peu, tu vois, comme dans une coquille, puis petit à petit il va s'ouvrir comme une fleur. Et quand on lui donne la possibilité, déjà petit, hein, dans ces écoles-là, ben, on a des êtres d'une intelligence extraordinaire et d'une capacité extraordinaire. Et ça, c'est vrai pour tout le monde, peu importe qu'on parte même d'humains qu'on a traité, enfin qu'on a considéré ou classé comme autistes ou des choses comme ça. Est-ce que tu peux, puisqu'on était un petit peu sur ce thème de ces maladies
pas maladie, tu m'as dit que c'est pas une maladie, mais quand on parlait d'autisme, est-ce que tu peux me parler un petit peu, par exemple, du symptôme de la bipolarité? Est-ce que toi, tu as aussi des choses à nous partager vis-à-vis de ça Oui, avec... il y en avait un même, on disait soit il est schizophrène ou, bon, on n'a pas encore retrouvé dans les recherches scientifiques les gènes de schizophrénie ou de bipolarité. Donc, on ne sait pas vraiment ça vient de quoi, mais c'est aussi la même chose, c'est le même traitement que je mets en place, permettent en fait au cerveau de sécréter les neurotransmetteurs qui manquent. Et permettre à la stabilité, parce que la bipolarité, c'est l'état de plusieurs états en même temps. Et c'est-à-dire que le fait qu'il y ait ces nombreux états en même temps, on arrive à analyser le cerveau, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Est-ce que la personne est dans un état d'inconscient et de conscience ou est dans un état, dans une forme de dissociation, c'est-à-dire elle est elle-même pendant qu'elle dit certaines choses ou elle est une autre personne pendant qu'elle dit d'autres choses. Et donc, c'est cette dissociation, il faut pouvoir réunir la personne en une seule personne par justement la modification des structures neuronales. On sait aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, que l'ADN est modifiable par les circuits autour de l'ADN, c'est-à-dire la transmission et la traduction de l'ADN. On va parler de ça, des histones, de la chromatine et de l'ADN non codant tout à l'heure. Et à travers cela, on peut arriver en fait à stabiliser la bipolarité comme la schizophrénie. Oui, je te remercie. Alors, sur ces symptômes-là, si tu veux, nous, on a exploré ça, version hypnose et version chercher de l'information, en regardant un petit peu ce qui se passait pour la partie énergétique de la personne. Et effectivement, il y avait comme dissociation, il y avait des morceaux qui étaient partout. Et il y a aussi une capacité donc de récupérer au niveau de la conscience même de la personne, comme si on pouvait dire à la conscience, à sa partie, OK, tu as une partie qui traîne là-bas, tu as une partie qui traîne là, tu as une partie qui traîne là. Est-ce que tu peux voir ces parties et les ramener vers toi pour recréer une unité et une stabilité? Et ça fonctionne aussi, tu vois, en complémentarité de la recherche avec des programmations d'ADN 2.0, etc. Et sur ce que j'ai perçu aussi de la bipolarité par rapport à de l'information, pour aider aussi, on avait trouvé au niveau de l'intestin, tu vois, ce qu'on appelait le deuxième cerveau. Est-ce que toi, tu as de l'information par rapport aux neurosciences là-dessus, sur certaines Oui, recherches? oui, par rapport au microbiote, on Oui, a des expériences, on a fait des recherches en fait, surtout pour l'autisme et aussi la bipolarité. Voilà, on voit qu'il y a une modification du microbiote. Maintenant, il y a des études au contraire aussi qui montrent que c'est peut-être la conséquence, c'est-à-dire que le bipolaire crée un microbiote conséquent. L'autiste crée un microbiote conséquent. Maintenant, il faut voir qui est la cause, qui est la conséquence. Mais on sait qu'il y a un lien direct avec le microbiote. Mais moi, je pense qu'au-delà du microbiote, c'est les ondes péristaltiques qui sont amenées par le nerf vague. Et c'est là que les recherches doivent être orientées par rapport aux fonctionnalités du nerf vague, qui est le lien entre le cerveau et le premier cerveau et le deuxième cerveau, qui est le ventre et les intestins. Justement, ok. à ce propos-là, Noël, où en sont les recherches à ce niveau-là et est-ce qu'elles ne sont pas jugées comme étant, comme toute nouveauté qui se présente, on sait très bien que ça se heurte, on va dire, à une résistance collective, une résistance mentale collective. Mais c'est normal parce qu'il y a D'abord, c'est beaucoup la d'enjeux. phase ridicule, puis la phase dangereuse, puis la phase and so what, comprenez bien. Ouais. C'est ça. Où, Oui, où ben on on en n'est est? plus dans la phase, on n'est plus dans la phase ridicule parce que Ah, on voit que c'est un problème qui touche les gens, qui touche beaucoup de gens et il y a beaucoup de souffrance là-dedans. Et donc, les recherches, ce sont des méta-recherches, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est plusieurs recherches en même temps qui s'engagent dans la chose, chacun s'orientant dans un domaine ou l'autre pour arriver au même résultat. Et en travaillant sur les microbiotes, on a vu vraiment il y a en tout cas, il y a une corrélation. Il y a une corrélation entre les bipolaires, les schizophrènes, les autismes sévères et leur microbiote. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut orienter au niveau du nerf vague. Ça, c'est pas encore des études très, très poussées pour voir s'il y a un problème nerf vague et autisme, bipolarité, ou ben moi, je pense que vraiment oui. Maintenant, peut-être que c'est moi-même qui vais enclencher cette étude-là, mais je ne l'ai pas trouvée. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce qu'il y a pléthore, en fait, d'études
Donc, il faut voir avec Harvard, il faut voir avec, Oui. oui, avec les différentes universités et les articles à comité de lecture pour voir s'il y a quelque chose de sérieux qui est fait là-dessus. Merci Perception bien. intuitive de ce que tu me dis. J'avais la même information que toi par rapport au peuple microbiote qui est transmuté par nous-mêmes, en fait, de par certaines de nos attitudes. Ça, c'est quelque chose que j'avais remarqué aussi en étudiant un petit peu sur d'autres plans. Hein, j'avais la même information, en fait. Je suis arrivée à la Mm. même conclusion que toi. Et ton histoire de Nervac, ça parle beaucoup aussi parce que et je crois que je vais aller faire, hein, entre guillemets, une exploration sur d'autres plans pour aller voir si je trouve de l'information par rapport à ça, parce que ça me paraît être quelque chose de, Fondamental. comme une clé, tu vois. Ça me Oui, c'est paraît une être une clé. clé. Une C'est clé. une clé. Tu as le livre de Rosenberg là que tu peux aussi voir une fois te procurer pour OK. voir Ah un oui, peu ce qui se passe au niveau du nerf vague. Voilà, de Stanley Rosenberg. Donc, il y a un peu développé. Il y a des exercices aussi à faire et certains exercices que j'utilise aussi pour certaines pathologies pour stimuler le nerf vague qui a un rôle incroyable parce il innerve tellement d'endroits, il innerve tellement d'organes que c'est vraiment, il est vraiment la route qu'il faut suivre pour plusieurs pathologies, quoi. Et Mm. voilà. marrant que J'en ai même deux, je crois, oui, des livres, mais bon, voilà. Il y en a un autre encore, oui. Et voilà, il y en a un autre qui est là. C'est pour oui. dire l'importance de cette affaire, en fait, hein, voilà. OK, OK. On fera tout à l'heure parce qu'il y aura En tout d'autres cas, livres là, on voit à qu'on peut montrer. quand même être complémentaires dans la partie qu'on va mettre des nouvelles routes, des autoroutes ou des nouvelles informations, que ce soit au niveau de l'ADN ou au niveau des circuits neuronaux. Le but étant vraiment que la personne puisse retrouver son autonomie, sa souveraineté. En fait, c'est ce que tu parlais tout à l'heure et ça, c'est vraiment les deux approches. Je trouve que ça se rejoint parfaitement. Est-ce que toi, tu avais des questions par rapport à je sais que tu as fait une séance de reprogrammation ADN avec nous, que j'avais utilisée pour stabiliser une session. Est-ce que tu as envie de parler de ça, de nous poser des questions aussi, comment on utilise ça ou... Oui, parce que moi, c'est quelque chose qui, voilà, moi, je suis scientifique, même si j'ai une base spirituelle, parce que la science sans la spiritualité est aveugle, la spiritualité sans la science est infirme. Donc, c'est ensemble qu'on mène je pense même que c'est à travers la science, notamment la science quantique aujourd'hui, qu'on va retrouver Dieu. Et donc, par rapport à ça, c'est le ressenti, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas parce que physiquement ou on peut pas le démontrer scientifiquement que ça n'existe pas parce qu'il y a le ressenti. Et lorsqu'on a fait les programmations ADN, je suis passé d'un état à un autre. Et ces modifications d'état permettent à l'être de changer en fait de dimension. Et tout est une question d'information. Tous nos circuits, tout ce que nous vivons, tout est une question de circuits informationnels. Et lorsqu'on vous avez réinformé en fait les cellules et le corps, ben, l'attitude a changé, certaines blessures, certaines choses, certaines barrières sont tombées et c'est comme ça qu'on remonte en fait à la surface et on règle des problèmes, parfois même complètement inconscients, parce que l'information qu'on reçoit par jour, par minute, par seconde sont énormes et on n'en traite qu'une petite partie. Le cerveau conscient ne peut en traiter qu'une petite partie. On est au courant que d'une petite partie en fait. Donc il y a 65 000 décisions qui arrivent instantanément. C'est énorme en fait. Voilà, à partir de ce moment-là, il faut travailler aussi sur les corps subtils. C'est en travaillant sur les corps subtils qu'on arrive à donner le maximum en fait d'évolution à un être humain. Et ma question, c'est qu'est-ce qui vous a amené à aller au-delà en fait du corps physique pour aller jusque dans les corps subtils en fait pour aller faire ce travail? Moi, c'est l'inverse, c'est que je suis Donc, partie des corps subtils, je suis partie de la conscience, je suis partie de la capacité justement à recevoir de l'information énergétique pour redescendre dans la matière. Ma nature, si tu veux, pour te dire que quand je me rappelle de ma naissance, par exemple, je me rappelle de mes dernières vies, j'ai un lien très particulier avec le monde invisible depuis toujours. Donc, il fallait que je me trouve ma place consciemment dans la matière. Donc, je suis Est-ce que, partie plutôt oui, des c'est ça. mondes invisibles. Est-ce que c'est pas subjectif ça? Est-ce que c'est pas subjectif, c'est-à-dire que le patient qui est là ou l'auditeur se dit, bon, ça, c'est, moi aussi j'ai fait des régressions, moi aussi je suis fait des décorporations, mais c'est subjectif. Comment est-ce que cette subjectivité, on peut l'étendre à l'échelle
international pour pouvoir toucher plusieurs âmes et leur permettre de guérir. Alors, bah, c'est subjectif parce qu'à partir du moment où tu peux dire que tu peux inventer une histoire ou des choses comme ça, le problème avec l'énergie et l'information, c'est comme tu dis, c'est une question de ressenti intérieur. Donc ça, comment est-ce qu'on prouve qu'on a un ressenti intérieur ou comment est-ce qu'on prouve pas? Au niveau de la science, ça va être compliqué de le prouver. Par contre, quand nous-mêmes, au niveau de notre conscience, on sait que c'est ça, on sait que c'est juste, on le sait. Tu peux pas le prouver. C'est comme si tu me disais, ben voilà, une pensée. Si je veux étudier une pensée, comment je vais faire pour étudier une pensée? Je peux étudier le cerveau, je peux étudier la façon dont la pensée elle est reçue au niveau du cerveau, mais je vais pas pouvoir étudier la pensée elle-même. Ça va être compliqué. Donc, c'est vrai que c'est un monde où on va pouvoir dire, ça peut être subjectif, mais à un moment donné, ça va se réintégrer en information à qui nous sommes, ça va se réaligner à l'intérieur, hein. Tu parlais d'alignement tout à l'heure. À un moment donné, quand l'information qu'on reçoit, elle est juste et que ça va nous permettre de débloquer quelque chose, ça fait OK, je sais que c'est juste. Et je sais Tu que veux, c'est juste. la validation est interne. Donc, Ouais, justement, effectivement, ce qu'on appelle subjectif, c'est peut-être par rapport à quelque chose. Mais la validation par rapport à soi, quelque part, quelque chose fait que on est sûr d'être sûr. Mhm. Il y a plus de À l'âge questionnement. de 12 ans, j'ai fait une expérience qu'on peut appeler mystique ou ce qu'on voudra. J'étais à l'école, je peux que parler de l'expérience. Mais ce que cette expérience m'a apporté était absolument phénoménal. Quand j'ai vu les travaux, par exemple, d'Hélène Courtois, ça a fait sens pour moi. Quand elle parlait de l'Aniakea, elle a été obligée, elle et son équipe, pour modéliser le modèle d'univers qu'elle était en train d'observer, elle était obligée de faire appel à un ingénieur des fluides. Ça leur a pris des années et des années. Et j'ai vu, quand j'ai simplement vu ce modèle-là, je me rappelais que ce modèle, je l'avais déjà vu lors de cette plongée. Moi, j'appelle ça une plongée ou une expérience, on va dire, hors du corps. En tous les cas, à une conscience expansée. Ce modèle m'est apparu et j'ai tout de suite dit, ah tiens, voilà la structure d'une particule subatomique. Ah Maintenant, oui, je peux le dire. tu as dit un mot tout 50 à ans l'heure. après, je peux le Ouais, dire. Mais à super, oui. l'époque, je ne l'ai juste que vécu, expérimenté. Tu vois la Alors, différence qu'il y a entre les, Ouais. ce qu'on va appeler hmm, un Tu as ressenti. dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, j'avais jamais entendu ça. Ingénieur des fluides, tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors l'ingénieur des fluides, en fait, c'est un personnage un peu particulier. C'est ces ingénieurs qui, par exemple, étudient les flux routiers, etc., etc., qui dessinent les routes de façon à fluidifier, si tu veux, une circulation. Mais ils sont aussi présents dans tout ce qui est transmission de liquides, justement des fluides, etc., etc. Et ils se basent des fois sur des modèles comme le modèle Tesla, où on a vu que mécaniquement, on n'a pas besoin de clapet anti-retour pour empêcher l'eau, par exemple, de se déplacer dans un sens sans qu'elle puisse refluer. Et Ah, c'est ok. simplement une Les forme. fluides, les fluides palpables, en fait. Je pensais que Des, c'était les des fluides, en fluides fait, palpables. au niveau Mais, vibratoire. Ok, oui. ça Mais marche. c'était je dirais, c'était sa structure pour appréhender un problème qui a permis à un autre service, à d'autres recherches, de trouver du sens parce qu'il représentait la clé de voûte de l'édifice qu'eux, ils avaient construit. Donc, quelque part, ça revient à dire que chacun de nous, et ça c'est assez génial, est la clé de voûte de l'édifice de l'autre, à un moment donné, puisqu'on est tous les uns Interconnecté. connectés aux autres, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Donc, effectivement, pour l'instant, c'est très difficile à expliquer parce que c'est du domaine du ressenti, mais je pense que petit à petit, les neurosciences et d'autres sciences connexes vont valider, si tu veux, un modèle. Il va s'en dégager un modèle, tout comme ce monsieur a réussi à valider un modèle sur lequel des équipes entières d'astrophysiciens ont travaillé, alors qu'il n'a rien à voir, si tu veux, avec le sujet de recherche, qui était le leur. et moi, si je peux Oui. répondre aussi à ta question,
quand je vais par exemple en état expansé de conscience, la personne que j'ai en face, je ne vais absolument pas savoir à l'avance quelles informations je vais trouver. Voilà, c'est Et important. quand je trouve l'information, c'est 99% d'informations qui sont pile poil. Enfin, même, on va dire presque 100% en fait. Et qui correspond juste à ce que la personne avait besoin d'entendre à ce moment-là pour pouvoir débloquer quelque chose. Et c'est ça, en fait, la magie, si tu veux, de cette conscience. Parce que la conscience, on peut pas l'appréhender de façon physique. On peut que l'appréhender de façon, on va dire, spirituelle, énergétique, peu importe, avoir un concept de la conscience. Mais l'information qu'on peut avoir quand on est en état expansé de conscience, elle est d'une précision mais redoutable. Et ça, je le vois par expérimentation, par expérience. Parce C'est-à-dire que que l'information, elle correspond à la personne. Et je ne l'ai pas consciemment. Je veux dire, je ne vais pas la chercher. Il faut que je me mette en état expansé de conscience en allant comme si on était à nous-mêmes, comme tu parlais de carte d'information, de route et tout ça. Et ben, c'est comme si au niveau de notre centre même, on avait la possibilité d'être connecté à toute la formation universelle. Et c'est cette partie-là que je vais utiliser, que j'ai appelée cette fameuse présence je suis ou ce point zéro qui a, on va dire, comme un trou noir, l'information universelle. Et c'est là-dedans qu'on cherche l'information. Donc, le fait d'être en état expansé de conscience me permet d'aller chercher l'information pour quelqu'un. C'est comme l'histoire du chou romanesco. Si tu veux, on est une fractale du grand tout. Donc là, on peut rejoindre un petit peu au niveau de la conscience, la conception même de l'univers avec les physiques quantiques, que tout est fractal et que nous-mêmes étant une fractale du grand tout, on a accès à l'information du grand tout. Tu parlais de Dieu tout à l'heure, bon, on peut appeler ça comme on veut, mais on a une capacité, chaque humain, à aller chercher l'information qui concerne euh, l'univers, en fait, en étant à l'intérieur de nous. Ça, c'est extraordinaire. Et plus ça va, et comment on fait ça? Ben, c'est en fait quand on est, comme je dis, pour arriver à chercher cette information à l'intérieur et qu'elle soit le plus juste possible, c'est comme si justement ce qui va représenter notre identité, notre subjectivité, devait être petit à petit pacifié. Tu vois, plus on a pacifié son ego, on va dire comme ça, ou sa personnalité, compris qui nous sommes, et pouvoir traverser cette couche-là qui va représenter notre identité subjective, plus on va être objectif dans l'information qu'on trouve. En fait, c'est comme de la physique, si tu veux. C'est comme si on avait un centre informationnel de lumière et il faut traverser la couche de la personnalité pour que le on reste- filtre soit le plus pur possible, on va dire comme ça. On devient comme un filtre de la lumière et on a de l'information qui correspond exactement à ce dont on veut trouver. Et c'est pareil pour la reprogrammation ADN quand on teste en kinésiologie. C'est incroyable parce que ce qu'on teste, c'est waouh. C'est toujours, c'est pour ça, c'est un test kinésiologique. On va dire, on interroge les corps et on demande une réponse musculaire. Et c'est, ouais, c'est sidérant de, comment dire, de précision. Et Ça veut dire qu'il y a quelque chose. la kinésie, c'est très, très fort dans les révélations, même des blessures ou des chocs qui sont apparus dans l'enfance et comme on est tributaire de notre enfance aussi, avec la kinésie, on arrive aussi à ressentir, à comprendre certains fonctionnements. Est-ce que la question que je veux aussi vous poser maintenant, qui me vient, c'est est-ce que vous n'avez pas peur de l'effet Barnum? L'effet Barnum, c'est le fait que quand on dit quelque chose, la personne se sent à peu près comme ça. Quand on dit oui, par exemple, je vais prendre vous allez voir une personne qui va vous dire, ah, vous aimez les gens, vous acceptez tout, vous faites ceci. En fait, il y a toute une liste et la personne se sent comme ça, mais elle n'est pas vraiment comme ça. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Et donc, quand on sort en fait des informations qui sont soit presque générales ou qui tombent en fait dans les recherches de la personne, est-ce qu'on n'a pas peur? Comment on peut limiter l'effet Barnum? Ben justement parce que l'information, elle va pas être générale, elle va être ciblée. Elle va être, tu vois, par exemple, on va avoir la capacité de remonter même dans le passé de la personne, de trouver une ligne de temps précise et un endroit où il y a eu un traumatisme précis. C'est, c'est pas du tout de façon générale, ça va être tellement, comment dire, précis dans l'information et ciblé que c'est pas, je pense que ce que tu décris dans l'effet Barnum, ça veut dire que justement l'information, elle est floue. C'est Elle est ça. un peu floue et la personne va Même si pouvoir. elle n'est pas floue, on se sent là-dedans. Quand on dit oui, Elle est par exemple, biaisée. ça arrive, oui, vas-y. Non, tu disais,
Elle n'est pas floue peut-être, mais elle est biaisée, ou elle peut être. Oui, elle est biaisée. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous voyez dans le test des surdoués, il y a 42 caractéristiques des surdoués. Mais dans les 42 caractéristiques, quand il y en a qui lisent, ben, ils voient qu'ils sont un peu hypersensibles, ils sont un peu sensibles, ils sont un peu ceci, ils sont un peu cela. Mais c'est pas déterminé, en fait. Et chez les surdoués, c'est vraiment déterminé avec des substrats neuronaux qui accompagnent. Et c'est là qu'on voit, en fait, l'effet Barnum, c'est-à-dire et comment éliminer cet effet Barnum pour arriver à avoir des résultats 100% et une fiabilité claire. Ah bah, c'est éliminer sa propre programmation. En fait, Exactement. moi, ce que je pense petit à petit, c'est que plus notre ego va être transparent et plus nos programmations vont être conscientes et ne plus nous embêter nous-mêmes de par des couches, comme tu dis, qui viennent du transgénérationnel, du parental. Donc, c'est en réalité le travail que maintenant je fais en tant que télépathe. C'est depuis, je crois, l'âge de 15 ans, ça a commencé, même avant pour en arriver à ce stade-là. C'est-à-dire, ça a été tout un processus interne d'initiation intérieure, de transmutation de l'ego, de compréhension de son ego, de compréhension de ce que Des c'est que mouvements l'âme, l'énergie, émotionnels. etc., pour en arriver à cette clarté d'information. C'est pas arrivé comme par enchantement, tu vois, c'est vraiment comme un travail de l'énergie depuis tellement, tellement, tellement longtemps sur les propres programmations, c'est-à-dire devenir soi-même le plus conscient, en conscience possible et en transparence vis-à-vis cette identité subjective qui permet à l'information d'être le plus clair possible et le plus précis possible. Alors, on a toujours un filtre, ça c'est sûr, mais plus on avance vers soi et plus ce filtre de l'identité personnelle va être plus transparent et laisser passer l'information qu'on va dire qui est comme information universelle. Ouais, super. Ouais, bon, la réponse me convient. En fait, je pousse un peu parce qu'il y a plein de gens qui nous occupent et il y a plein de gens aussi qui se prétendent de plein de choses. Et c'est pour ça que le patient aujourd'hui ne sait pas trop à quel sens se vouer. Et là, ben, on a des solutions assez claires comme ce que vous proposez et avec aussi un appui scientifique pour aller faire permettre de comprendre qu'on peut réinitialiser, comme le point zéro. J'aime bien ce fameux point zéro. Et comme je l'ai dit aussi, la souveraineté cérébrale, c'est un point zéro. Et peut-être dans le fil de la discussion, on va attaquer la méthylation de l'ADN. Ça aussi, ça va reparler du point zéro. Vas-y, je t'en prie, Noël, tu voulais nous en parler. Oui, alors la méthylation de l'ADN, c'est quelque chose de fondamental parce que lorsqu'on a découvert en 1940, lorsque Conrad Waddington a parlé d'épigénétique pour la première fois, après ça a été implémenté, après ça a été conceptualisé un peu partout dans toutes les grandes universités. L'épigénétique, en fait, c'est l'influence qu'on a de l'environnement sur nous, en fait, sur l'épigénome et sur le génome. Parce qu'au départ, on pensait que, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a eu une évolution, on pensait que l'ADN était le coffre-fort inaccessible. On disait, oui, ça, c'est les gènes, on ne peut pas y toucher, c'est un coffre-fort. Voilà. Et donc, aujourd'hui, avec l'épigénétique, on a compris que l'ADN, certes, reste l'ADN, mais l'épigénétique, avec la transcription et la traduction par les histones, par la chromatine et par l'ARN non codant, qui fait une grande partie, en fait, de l'ADN, à 97-98%, va influencer même l'ARN messager en parfois le silençant. On appelle ça le silençage de la messagerie ARN. Et ce silençage-là va empêcher l'ARN messager justement de produire des protéines et des substances nécessaires et indispensables pour l'organisme. Et c'est comme ça qu'arrivent certaines pathologies. Et donc aujourd'hui, on comprend et on sait qu'on peut modifier cette méthylation-là par justement l'acétylation ou que la méthylation étant réversible, on peut arriver justement à changer. Et ces groupes de méthyl CH3 qui viennent se poser en fait sur les cytosines vont modifier les structures. Mais on peut anticiper, j'ai créé une équation décisionnelle à cet effet-là pour aussi prévisionnelle et décisionnelle, c'est-à-dire une équation qui va anticiper avant même que la méthylation se fasse
qu'on anticipe pour ne pas que la chromatine soit figée, soit bloquée davantage et empêche l'ADN de s'exprimer correctement ou les histomes également. Ok. Ouais, donc là, c'est comme quand tu parles de mutilation de l'ADN, c'est suite à un traumatisme, à un choc, des choses comme ça? C'est ça que tu voulais dire? Oui, ça peut être des maladies. On sait aujourd'hui que même le cancer est produit par les méthylations. Il y a des sauts génétiques, même par la méthylation de l'ADN, par certains allèles. Et dans cette méthylation-là, on peut parler par exemple du traumatisme. Le traumatisme transgénérationnel est transmis en fait de génération en génération via les cellules germinales, que ce soit les ovocytes ou les spermatozoïdes vont être transités d'une personne à une autre. Bon, voilà, il y a eu des études qui ont montré aussi qu'il y a la barrière en fait de Weissman, mais la barrière de Weissman est tombée, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a une transmission qui est maintenant mesurable. Moi, je travaille avec une dame qui est une généticienne, Isabelle Mansu, qui l'a montré aussi sur les souris murins. Prend les souris stressées, qu'on les met dans des conditions qu'on appelle le milieu enrichi, on arrive en fait à baisser le taux de cortisol et on arrive à permettre à ce que l'axe hypothalamo-hypophysaire qui gère en fait le stress, cet axe-là puisse se stabiliser à travers les gènes FKBP5 et NR3C1. Et c'est à partir de ce moment-là, eux, ils vont mettre au monde des souriceaux qui ont zéro stress. Donc, c'est important. C'est pour ça que faire cette émission ensemble est extraordinaire parce que la reprogrammation de l'ADN, venir au point zéro, est corrélable avec, je ne sais pas si on peut dire ça, peut être corrélé avec la méthylation de l'ADN qui est réversible. C'est-à-dire, on peut revenir à la base et retrouver une structure fonctionnelle normale, une homéostasie fonctionnelle correcte. Alors, ouais, ça, c'est un fait. Donc, moi, ce que j'ai eu comme expérience, donc, j'ai pas ton regard scientifique, mais j'ai eu l'expérience d'une personne, tu sais, qui avait carrément mis une barrière, oublié un traumatisme dans l'enfance, complètement. Comme c'était, tu sais, comme une dissociation, puis on oublie complètement et qui était toujours stressé aussi à cause de cette chose-là, qui n'était pas bien dans sa peau et tout. Et en fait, en faisant de la recherche d'informations, on a réussi à retrouver qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, et soulager cette ligne de temps, réinformer la personne. Et là, elle me témoignait que, waouh, du fait d'avoir eu l'information que oui, et il y a eu quelque chose, oui, et oui, on est capable de réparer cette ligne de temps, eh ben, tout le stress est parti aussi. Donc, c'est un peu comme si on arrivait, toi, tu parlais pour les petites souris, de donner un milieu extérieur, si tu Un veux, milieu euh, enrichi. enrichi. Et en fait, moi, je me rends compte qu'on est capable aussi pour l'humain de donner un milieu enrichi à l'intérieur de lui-même. Exact. Ça, Tu c'est vois, joli. on est la projection externe, on est capable de transmuter les choses à l'intérieur pour enrichir notre propre information, notre propre milieu, pour retrouver cette fameuse souveraineté, cette intégrité de nous et cette compréhension. Et ça crée du coup un dépôt du stress et ça crée comme une nouvelle personne, en fait, ce que tu disais, avec de nouvelles capacités. Ça, c'est Mhm. incroyable. Non, Donc les c'est deux sont possibles. merveilleux. C'est Ouais, merveilleux ce que tu viens de dire là, qui est intéressant, c'est le milieu enrichi à l'intérieur. ouais. C'est parce que comme avec les souris, on a fait aussi, en fait, il y a des travaux sur les êtres humains, hein, comme Rachel Yehuda sur l'Holocauste et tout, qui a mené, et aussi sur les réfugiés syriens. On a vraiment travaillé sur ces deux gènes-là spécifiquement. Et puis, les gènes qui codent aussi l'ocytocine, par exemple. Et donc, on a compris quand même que enrichir le milieu intérieur, parce que le milieu extérieur, comme j'ai décrit tout à l'heure, va en fait influencer justement ce milieu intérieur. Et donc, c'est ce milieu intérieur qui est fondamental, qui est important. Et c'est à partir de ce milieu intérieur qu'on peut renouveler en fait ces circuits et qu'on peut encore réensemencer en fait ces codes génétiques et qu'on peut permettre à des neurotransmetteurs qui nous manquaient ou qui étaient en défaillance de pouvoir être produits de façon qualitative. Exactement. Et ça serait intéressant pour faire, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a subi beaucoup de traumatismes, comme tu dis, qui a déjà été repéré dans sa génétique comme étant une génétique traumatisée, etc.
en faisant de la réinformation du milieu intérieur, que ce soit à travers l'ADN ou à travers les techniques qu'on a, ARP, d'hypnose, en état expansif de conscience, de réinformer la personne et de recalmer l'intérieur, on n'a pas encore fait cette expérience de savoir, ben, une fois que c'est fait dans le milieu intérieur, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses de traumatisantes à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ça, moi, j'ai juste Oui. Ben, ça, on le sait. l'expérience de, mais Oui. c'est pas encore... Oui, ça, on le sait. Ben, on est juste au début, on est au balbutiement, en fait, de notre collaboration. Mais parce qu'on peut le mesurer. En science, aujourd'hui, à partir du moment où l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle est apparue, on peut tout faire. On peut mesurer aujourd'hui l'état avant. Par exemple, on peut mesurer quelqu'un, l'état de stress avant, le taux de cortisol, d'adrénaline. On peut voir, en fait, les neurotransmetteurs inhibiteurs qui manquent et remesurer la personne après. Et tout ouais. simplement, c'est-à-dire qu'on peut mesurer là avant son état, prendre en fait des repères et passer entre vos mains pour faire un travail en fait d'enrichissement intérieur. Et au bout d'un certain temps, parce qu'il faut peut-être une périodicité ou une temporalité, on peut remesurer la personne et on voit vraiment le changement qui peut apparaître à ce niveau-là. Et ça, c'est vraiment mesurable. Aujourd'hui, c'est en cela que les neurosciences aussi, au travers des neuroimageries, peuvent apporter en fait un éclairage assez conséquent et donner de la valeur absolue à ce que vous faites. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est Très comme encourageant. la science qui rejoint la conscience et la conscience qui va vers la science. C'est vraiment waouh, super comme conférence aujourd'hui. Je te remercie vraiment, Noël. Est-ce que tu voulais encore nous partager de l'information par rapport à tout ça ou est-ce que on Ben, est Oui, au laisse-moi début de parler. quelque chose? oui, oui, il y a beaucoup d'informations parce qu'on sait aujourd'hui en fait que le stress, si on regarde vraiment bien, le stress est à la base de beaucoup, beaucoup de problèmes et beaucoup de maladies. Et ce stress-là, il y a des comorbidités, c'est-à-dire que le stress va créer en fait d'autres problèmes qu'on appelle des comorbidités, mais c'est le socle en fait qui entraîne toutes sortes de problématiques. Et c'est-à-dire qu'il y a dans le cerveau des circuits en fait, et ces circuits-là, pourquoi le stress déjà? Comment ça arrive? C'est-à-dire qu'on a notre cerveau reptilien, bon, ce n'est plus le terme adéquat qu'on utilise, mais le cerveau de l'instinct. Et ce cerveau-là, il a été fabriqué depuis très, très longtemps pour nous protéger. Parce qu'avant, on vivait avec les mammouths, on vivait avec voilà, toutes sortes d'animaux, on vivait dangereusement. Et ce cerveau a été créé pour nous permettre de nous protéger instinctivement et de vivre ensemble pour créer aussi ce qu'on appelle le cerveau social. Donc, il existe en fait le cerveau social. Et ce cerveau social-là, c'est ce qui fait que ben, on est mieux avec les gens que seul. On a vu avec le Covid, il y a un avant et un après. Parce que isoler les gens, ça a permis de comprendre la nécessité de les socialiser. Et donc, dans cet aspect-là, la peur engendrée par cela va faire que on va multiplier l'information nous-mêmes. C'est en cela on dit l'imaginaire va dépasser la réalité. Quand je vois un lion, j'imagine, il va me bouffer, ça va être ceci, ça va être cela. Ça se trouve que si je reste tranquille, que je lui dis rien, il ne va pas faire. Mais cet imaginaire-là va envoyer l'information. Je vais vous expliquer un peu le circuit de l'information. On voit le lion, l'information est reçue, on appelle ça des stimuli. L'information, le stimulus est reçu par une zone, le thalamus, et le thalamus va transférer au système limbique, c'est-à-dire au niveau du deuxième cerveau qui s'est formé, le système mammélien, comme tu l'appelles, tu aimes bien l'appeler, le système limbique. Et ce système limbique-là va faire une analyse rapide. C'est ce que Daniel Kahneman, qui est prix Nobel, appelle le système S1 et S2. Donc ça, il va analyser rapidement. Et en regardant dans l'hippocampe, qui a un lien très fort avec l'amygdale, il va s'apercevoir que dans le temps, le lion était quelque chose de dangereux. Le lion est connu, il est dangereux. Et comme il est dangereux, il faut soit, les Anglais appellent ça fight, free or frozen, c'est-à-dire fuir, se battre ou être figé. Et cette information va monter en fait au niveau du néocortex pour être beaucoup plus analysée, mais plus tard.
Et donc, quand on n'a pas la capacité de maîtriser en fait l'information qui arrive au niveau de l'amygdale, le stress va monter et ça va générer énormément de problèmes. Ouais. Alors, Voilà. moi, c'est très extraordinaire ce que tu me racontes parce que j'ai vécu, alors moi, je ne crois pas du tout au hasard dans ce que je vis. Donc, ce que j'ai vécu en début d'après, fin de matinée, aujourd'hui, c'est justement ce que tu décris là. C'est-à-dire que je vais t'expliquer comment ça a marché et comment moi j'ai perçu cette information-là aussi au niveau de mon amygdale comme une mémoire. Avec mon petit chien qui est pas grand comme ça. Je suis allée plus loin dans la forêt, dans les bois, si tu veux, et dans les champs. Et d'un coup, j'ai vu comme un renard qui me regardait comme ça. Je dis, ouais, c'est quoi ça? Un renard qui me regarde. Et puis en fait, le renard, il s'est levé, tu sais, et en fait, il était beaucoup plus grand qu'un renard. C'est comme un loup. Et il avait la tête d'un loup. Et il me regarde, je le regarde. Tu sais, là, c'est comme tu dis, là, le stress qui commence à monter. Qu'est-ce que je fais? C'est pas un lion, mais c'est un loup. Et cet animal-là décide de venir vers moi très rapidement. Tu vois, à marcher comme ça, comme une proie, tu vois, et à prendre plus de vélocité pour aller plus vite. Donc là, j'ai senti vraiment ce que tu as dit là. Oh, bah, waouh, le stress, qu'est-ce que je fais? Waouh, il y a un loup qui m'arrive dessus là. Est-ce que je prends mon petit chien? Est-ce que je cours? Est-ce que je... Ça a été très très vite. J'ai dit, bon, bah, commence à marcher, tu vois. Je commence à marcher. Et l'autre là, il venait à fond les gamelles. Il a vu que je partais et il m'a rattrapé. Et à ce moment-là, j'ai capté que en réalité, c'était pas un loup, c'était un chien, mais qui ressemblait à un loup parce que c'est un mélange, effectivement. Et que c'est comme la mémoire ancestrale de la peur du loup. Et chez moi, ça fait comme transgénérationnel. Tu vois, j'ai recapté l'information. J'ai dit, waouh, les ancêtres à moi se sont fait bouffer par les loups. Ça a été très, très clair, ça a été direct. Et je dis, waouh, et effectivement, cette information-là, c'est comme si moi aussi, j'avais déjà une histoire de loup. Donc, j'ai Si, 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 capté si, si. que l'information qui m'a mis en stress, comme la mémoire dans l'amygdale, tu vois, m'avait ramené à du transgénérationnel et à effectivement une vie de moi où j'avais été mangée par le loup. Et en réalité, je suis restée C'est incroyable. sur place comme ça. Et quand il est arrivé, c'est un chien. Mais ça a été comme wow, le stress, le stress vraiment, malgré que je suis pas quelqu'un de stressé, je suis vraiment quelqu'un de Oui, très ancien. Un stress, c'est pas un... Bon, alors là, c'est arrivé quand même aujourd'hui, mais c'est pas un stress d'aujourd'hui de se faire manger par les loups, on est bien d'accord. Donc c'est oui. ramené comme de la mémoire collective, de la mémoire transgénérationnelle. Alors, avec la conscience, petit à petit, en voyant qu'au moment, on peut, quand on est pris dans du stress extrême, ce serait intéressant de voir aussi ce qui se passe pour qu'on puisse petit à petit être j'allais dire des maîtres du stress. C'est pas ça que je C'est veux ça. dire, mais voilà. C'est ça le défi, c'est ça le challenge, mais ça se prépare en fait. C'est Ouais. intéressant parce que ton expérience balaye tout ce qu'on a dit en fait de A à Z, fait vraiment l'essuie-glace parce que tu as fait toutes les démarches au circuit amygdalien, interroger l'hippocampe par rapport aux mémoires ancestrales. Et pendant ce temps, l'information va aussi au néocortex et c'est lui qui a analysé pour comprendre que c'est un chien. Et ça, Ouais. c'est magnifique en fait parce que tu as fait les différentes étapes, S1, S2, en passant par S3. C'est S3 en fait qui va inhiber S1 pour que S2 puisse s'exprimer. Et dans le cerveau, il y a le cortex préfrontal, c'est la partie supérieure, la partie du cerveau qui vient à la fin, qui est néocortex justement. Et dans le néocortex, il y a le cortex préfrontal. Et dans le cortex préfrontal, il y a une partie qu'on appelle le cortex orbitofrontal, qui est le COF. Et cette partie-là, c'est celle-là qui va discuter avec l'amygdale pour réguler les émotions. Ouais, et C'est c'est elle qui m'a exactement, dit, non, c'est un chien, en fait, qui m'a dit, exactement. Et c'est cette partie qui dit non, mais on va se calmer. on va se Vu calmer. les caractéristiques du loup, vu comment il s'approche, vu comment il fait, toutes ces analyses-là montrent que ce n'est pas vraiment un loup, mais c'est un chien. Et après, tu vas même jeter un coup d'œil, tu vas encore bien regarder et tu vas valider que c'est un chien et le stress va tomber. Tout à fait. Mhm. Voilà. Mais Et si ça il avait est, été un loup, j'aurais été quand même dans la merde. Parce que vu la vitesse à laquelle il arrivait, j'aurais dû c'est au moins analyser que c'était un loup. c'est ça. Mais Et je me suis dit, euh, tu aurais trouvé d'autres solutions, en fait. Oui. Voilà. ouais, la Il y a, solution là, c'est ça. c'était.
C'était juste dire, OK, il faut surtout pas le regarder dans les yeux. La solution qui m'est venue comme ça, c'est tu te mets en état de, OK, c'est bon. C'est comme les chiens qui se mettent sur le dos comme ça et tu C'est bouges ça. plus. Et L'état, t'attends oui, qu'il oui. arrive. Oui, L'état de Alors, c'est je sais pas ça. si ça sidération. marche avec Polio C'est dans ça ta... les trois, c'est ça les trois F. Ouais. Et toi. Ouais. Vas-y, OK. rappelle-nous les 3 F, s'il te plaît, pour les auditeurs. C'est fight, flee, voler, en tout cas partir, fight, Ah, il flee fuit. or freezen. C'est-à-dire se battre, fuir ou être figé. Ouais. Ouais, La sidération, quoi, hein, ce qu'on appelle. ouais. Voilà, la sidération. Et c'est vraiment le bon mot même, la sidération. Ça arrive et puis après la sidération, on peut tomber dans la dissociation. Et la dissociation, c'est lorsque le cerveau est dépassé par la situation, il va sécréter un cocktail kératine morphine qui va faire sauter en fait le cerveau pour ne plus qu'on ressente la chose. Donc la dissociation peut être corticale ou limbique. Les gens qui se suicident sont dans un état de dissociation. C'est pour ça que quand tu lui dis oui, c'est pour une femme que tu te suicides ou c'est pour un homme, il y en a plein sur la terre, ce que tu lui racontes là, ça ne va pas parce que lui, il n'analyse plus ça en fait. Puisqu'il est, c'est comme le compteur à sauter. Et toi, tu dis oui, il n'y a pas d'électricité, alors qu'ici, la lampe, elle ne consomme pas beaucoup. Mais on s'en fout qu'elle ne consomme pas beaucoup, il n'y a plus d'électricité parce que le compteur a disjoncté. C'est ça la dissociation. Et quelqu'un qui est en état dissociatif, il faut remonter à la source du trauma, en fait, du choc émotionnel pour pouvoir rétablir en fait le point zéro que j'aime bien et permettre à ce qu'il y ait le fonctionnement normal de ce corps-là. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut le mesurer, on peut le comprendre et on peut permettre aux gens de sortir du stress, de sortir de la dissociation et certaines pathologies. Mais tu vois, quand tu parles de dissociation, ça se perçoit donc au niveau physique, au niveau du cerveau. Et en fait, nous, on le perçoit aussi au niveau énergétique. Ouais. On le perçoit comme vraiment, des fois, quand je travaillais avec les parties, ce que j'appelle la partie de conscience de la personne, la partie subliminale, on peut être dissocié en plusieurs endroits en même temps et dû à un traumatisme à quelque part, tu vois. Hum. On peut le percevoir aussi sur le plan de la conscience. Ça marche aussi comme ça. Des Voilà. fragmentations, on va dire des fragmentations, des Ouais, dissociations de... une fragmentation, oui, de l'être. Hum. C'est Mais incroyable. voilà, ce qui est extraordinaire, c'est que en poussant, on a poussé la science. On sait aujourd'hui, bon, ça date un peu, mais j'ai le rang d'actualité aujourd'hui. On est 2% de matière et 98% de vide. Entre le vide, en fait, entre l'électron et l'atome, et le vide qui est à l'intérieur même des atomes, en fait, au niveau des quarks, des neutrons et des protons. Et ces différents vides-là, quand on presse un être humain, c'est pas plus gros qu'une tête d'épingle. Tout à fait. Et donc, ces vides-là, justement, ce sont des vides qui sont remplis d'énergie. Et c'est ça qui est important, en fait. C'est la plus grande partie et le fait que des gens puissent travailler dans cet espace qui est beaucoup plus grand que la matière qui en fait que 2% est fondamental. Aujourd'hui, avec la physique quantique, on comprend énormément de choses avec les particules qui peuvent avoir des comportements stables et ondulatoires. Et donc, quand deux objets sont intriqués, quand on bouge un, l'autre réagit aussi. Donc ça permet de comprendre énormément de choses et d'arriver à toucher les gens. Paoli et justement Jung, ils ont fait un travail extraordinaire là-dessus. Ça s'appelle La synchronicité de Jung. Il a écrit un livre là-dessus. Paoli, il a été aussi prix Nobel avec son effet Paoli, justement. Et Paoli, il était l'élève de Jung, en fait, et il était complètement cartésien, il était voilà, un grand mathématicien, mais il était dérangé, il était un peu pas bien dans sa tête. Et donc, on a envoyé chez Jung comme un élève de Jung. Et au fur et à mesure que Jung travaillait sur lui, ben, il a découvert qu'il y avait une synchronicité. Il pensait à lui, l'autre l'appelait, il disait telle chose ou il portait les mêmes habits. Des phénomènes qui, rien ne lie dans le visible, mais tout lie en fait dans l'invisible. Et Jung, synchronicité de Jung, et ça, c'est juste merveilleux en fait. Ça permet de comprendre. C'est pour ça que Jung s'est dissocié un peu, dissocié entre parenthèses, de, c'est des parties en fait de Lacan et Freud.
Alors qu'avec Freud, ils étaient des amis au départ. Hein. Freud et Jung, ils étaient des amis. Mais Jung, il a développé d'autres aspects parce que nous ne sommes pas des êtres, des sacs avec du sang et des os qui se promenent. Nous avons d'autres dimensions, en fait. Et c'est extraordinaire de voir qu'on peut les combiner aujourd'hui sur cette façon de travailler, vous et moi. Voilà, et avec l'ADN, on a un protocole d'origine qui s'appelle mettre son essence, sa présence dans le vide interstitiel. Oui, en Et fait, est-ce que la personne est capable de connecter son vide interstitiel? Donc c'est exactement ça. Est-ce qu'on est capable de reconnecter ce vide à l'intérieur de nous? Tu vois, et c'est ça aussi qu'on a mis l'ancrage à la présence pour que on puisse connecter toutes ces parties-là qui en réalité nous définissent dans cet espace de nous-mêmes. Est-ce qu'on peut faire vibrer ce vide à la fréquence de notre essence? Et c'est cette fréquence de notre essence, de notre je suis qui va ramener cette cohérence avec les corps, etc., etc. C'est très intéressant ce que tu me dis là. C'est Voilà. merveilleux. Et ce que tu dis aussi, c'est merveilleux. Et c'est cette complémentarité qui est intéressante parce que on voit bien que, il y a beaucoup d'échecs au niveau médical, il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de limites, en fait. Et ces limites-là peuvent être levées par d'autres formes, en fait, d'autres approches qui ont des vrais résultats et qui sont concrets parce qu'ils sont aujourd'hui mesurables, comme je l'ai dit tout à l'heure. c'était la Donc, je te pierre remercie. qui manquait, c'était le mesurable. Oui, Voilà. ça c'est le plus important parce qu'à partir du moment où c'est mesurable, et c'est comme ça qu'aujourd'hui l'hypnose est rentrée parce que vous savez, c'est simple, on est parti de médecine sauvage, médecine folklorique, médecine ensuite parallèle, après c'est devenu médecine douce, ensuite médecine complémentaire et aujourd'hui c'est ce qu'on appelle médecine intégrative. Ça veut dire que intégrative, c'est fondamental comme mot, on va tendre vers médecine tout court. C'est-à-dire que tout type de médecine, et ça c'est mon combat, arriver à fusionner. Aujourd'hui au Canada, en Suisse, on fait des opérations sous hypnose. Mais à l'époque, quand tu disais ça, on dit, ben lui, il est complètement dingue. Qu'est-ce que tu vas parler à quelqu'un et puis il va dormir, on va l'ouvrir sans qu'il ressente. Mais on connaît aujourd'hui comment, même les yogis, on a fait des études sur comment est-ce que les yogis ils arrivent à se mettre dans de l'eau très très froide sans mourir Notre hypnose. d'option et sans être voilà être bien parce que on a les descentes en fait des ondes cérébrales, des ondes alpha, bêta, gamma et voilà ces ondes là selon le niveau zéro qu'on s'approche, on peut être dans un état ou dans un autre. Voilà. Et ça a permis d'être vérifiable aujourd'hui scientifiquement et aussi mesurable. Eh ben, je te remercie beaucoup, Noël. Je pense qu'on a vraiment fait, je sais pas si on a fait tout le tour, mais c'était vraiment très, très, très intéressant de partager ça avec toi. Est-ce que on a encore des choses? Tu peux encore nous partager des choses ou est-ce que là, on a vu vraiment que... Ben, Parle-nous un peu de l'école. on va en faire un comment? Parle-nous un peu de la création de ton école quand même. Ah oui, ben, en fait, il arrive qu'il y a beaucoup de difficultés dans le système éducatif. Ben, tout le monde en parle, hein, c'est pas que moi, c'est pas nouveau en fait. Hein. On dit toujours il faut reformer le système éducatif, mais le système est reformé en surface. Pourquoi? Parce que l'être humain lui-même n'est pas au centre. C'est-à-dire le sujet apprenant qui est l'enfant, l'outil apprenant qui est le cerveau, ne sont pas impliqués dans les réformes. Et c'est en cela que la neuroéducation va résoudre ces problèmes-là, permettre à chaque enfant d'apprendre à sa façon, permettre que l'erreur rentre aujourd'hui dans le système et le circuit éducationnel. C'est-à-dire c'est avec l'erreur que l'enfant apprend. Avec le sommeil, l'enfant va fixer l'information. Avec l'alimentation, l'enfant va accompagner le processus de compréhension. Et donc, tous ces mécanismes qui n'existaient pas dans le système éducatif, moi, je les apporte aujourd'hui dans la neuroéducation et dans la neuropédagogie. Magnifique. C'est magnifique. Voilà, C'est vrai que ça donne une perspective, un objectif, tu vois, de recherche, de tout ce qu'on veut. On n'est qu'au début hein, de quelque chose. Oui, absolument, absolument. Et tu arrives, c'est comme ça que tu peux prendre des enfants autistes, c'est pour ça que tu peux prendre des enfants en TDAH et TDAHA. Et voilà, ça, c'est encore beaucoup plus facile aussi. Tous ces TDAH, ces troubles qu'on peut citer, on arrive aujourd'hui à les intégrer
dans le système éducatif et à utiliser les neurones miroirs, à dilater en fait l'insula et le cortex singulaire antérieur pour permettre à ces personnes-là d'intégrer et de changer en fait d'abord les fonctions exécutives et ensuite les cartes mentales. Beaucoup de belles choses à mettre en place pour cette humanité, beaucoup de... Mais en tout cas, je voulais dire le mot de la fin qu'il y a beaucoup, c'est pas de l'espoir, mais vraiment de la science et vraiment de la conscience qui arrive pour l'humanité pour construire quelque chose de nouveau, avec un nouveau paradigme, avec de nouvelles possibilités. Et c'est ça vraiment que je trouve assez extraordinaire en ce moment. Autant on peut voir du chaos, autant on peut voir déjà une forme nouvelle qui prend place, que ce soit l'éducation, que ce soit la façon d'aborder la médecine, comme tu le disais et d'autres domaines encore, en tout cas extraordinaires, où toute l'information, petit à petit, on sent qu'il y a une cohérence globale. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc On est voilà, on est au-delà de l'espoir, je dirais qu'on est dans le carburant du nouveau. au carburant du nouveau, ouais. Merci beaucoup, Noël. On va te libérer Merci, pour aujourd'hui. Je pense merci, qu'on pourra Un merci. grand, pouvoir grand merci. Et puis, Merci et à très très bientôt. Voilà.